Je me fais entendre. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous célébrons la première édition de la journée culture et société à l'école supérieure de technologie Frère Ben Saleh. C'est une journée qui est dédiée à l'engagement, à la création, à la réflexion, à la pensée culturelle au Maroc. Mais avant de commencer notre événement, je vous invite à écouter ensemble l'hymne national. Le vice-président, monsieur Mohamed. Salam alaikum. Donc, monsieur le secrétaire général de la province provinciale, monsieur le directeur de l'école supérieure de technologie de provinciale, monsieur le directeur pédagogique, madame la secrétaire générale, madame la présidente de l'association marocaine des femmes et mathématiques, madame la coordinatrice de l'événement Sciences et Culture, chers panélistes et invités, madame Rita Tria et Sir Abdelrahman Tazi, chers collègues enseignants, chercheurs et administratifs, chers étudiantes et étudiants, honorables assistants. C'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve cet amphithéâtre qui, au-delà de sa vocation première, est devenu un véritable espace de débat et de réflexion, accueillant aussi bien des rencontres dédiées à la recherche scientifique que des manifestations culturelles telles que celles d'aujourd'hui. La journée culture et société organisée par votre école en partenariat avec l'association Amafem illustre avec force votre engagement à promouvoir une formation ouverte, humaniste et citoyenne où la culture, l'art et la pensée critique occupent une place centrale dans la construction des générations de demain. C'est vous les gars. En célébrant un demi-siècle de création, d'engagement et de réflexion au Maroc, cette journée rend un hommage mérité à deux grandes figures de notre patrimoine culturel et intellectuel, M. Abdelrahman Tazi, pionnier du cinéma marocain, dont l'œuvre a profondément marqué l'histoire du 7e art national. Madame Rita Tria, psychiatre, écrivaine, intellectuelle et grande voix du monde culturel et médiatique marocain, dont l'engagement constant en faveur de la création du cinéma et du dialogue des cultures, force de respect. On les applaudit. Vous pouvez jouer encore si c'est possible. Jamais Ariel Sultan Moulay-Slimane nous leur exprimons au nom de l'Université Sultan Moulay-Slimane nos plus vifs remerciements pour avoir généreusement
réserver de leur temps précieux afin d'échanger directement avec nos étudiants, de partager leur riche parcours, leur expérience humaine et professionnelle et d'inspirer notre jeunesse par la force de leur trajectoire exceptionnelle. Leur présence parmi nous aujourd'hui constitue un honneur pour notre université et un moment inoubliable pour vous les jeunes, les étudiants de l'université Sultan Moulay Slimane. À travers panels, projections, débats et échanges directs, cette rencontre offre un espace privilégié de réflexion sur la place de l'art, du regard critique, de la mémoire culturelle et des parcours professionnels dans la société contemporaine. Nous tenons également à rappeler que ces activités s'inscrivent pleinement dans le cadre des activités para-universitaires, désormais officiellement reconnues et valorisées à travers le supplément du diplôme, qui est mis dans le cadre de la nouvelle réforme de l'enseignement supérieur, document qui accompagnera dorénavant chaque diplôme délivré par nos établissements. Ce dispositif permettra de valoriser l'engagement culturel, artistique, citoyen et associatif de nos étudiants en renforçant la richesse de leur parcours et leur insertion professionnelle. Honorable assistance, un tel événement ne peut se faire seul sans la conjugaison des efforts de toute une équipe. Et en cette occasion, merci au professeur Naïm Assoucher, il est où? Il est là, qu'on l'applaudit. Et l'équipe organisatrice, parce que l'année dernière, je mes souvenirs sont bonnes, elle a déjà initié ici la vulgarisation des sciences à travers une journée sur les mathématiques expliquées d'une façon simple. Nos sincères remerciements s'adressent également à Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Frémissal, à l'ensemble du corps professoral ainsi qu'au staff administratif pour leur engagement quotidien, leur dévouement constant et leur effort inlassable au service des étudiants. Au-delà de l'excellence de la formation académique dispensée, vous offrez à nos jeunes, à travers les activités des clubs et des espaces d'expression culturelle, de véritables opportunités d'épanouissement personnel, artistique et citoyen. Nous adressons aussi nos remerciements appuyés à l'association Amafem, partenaire actif de cette manifestation, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cet événement. Je vous remercie et excellente journée. Merci, Monsieur Mohamed Sajahdine, pour votre intervention. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Salah, Monsieur Mustafa Rakli. Monsieur le secrétaire général de la province de Frère-et-Sœurs, Monsieur le vice-président chargé des affaires académiques de l'Université Sultan Moulay Slimane, Madame la députée de doctorat Johara, mes chers invités, Saad Ahmed Tazi, Madame Rita El-Khayat, la vice-présidente de la MFM, le Omar, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues et amis enseignants-chercheurs, chers étudiants, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette journée culture et société. Cet événement est bien plus qu'un simple moment de rencontre. Il est un espace où se croisent la créativité, la réflexion et l'engagement citoyen. Il constitue l'une des plus belles occasions d'exprimer ce que l'université a de plus précieux, sa capacité à éclairer le présent et à inspirer l'avenir. Cependant, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous deux grandes figures de la scène culturelle marocaine. Maître Abdelrahmane Tazi, pionnier du cinéma national, dont les œuvres ont profondément marqué l'imaginaire collectif, et à Madame Rita El-Khayat, psychiatre, anthropologue et écrivaine, dont la pensée a ouvert de nouvelles pistes pour comprendre notre société, ses symboles, ses mémoires
et ses défis. Leur présence parmi nous est en soi une leçon, celle de la rigueur, de l'audace intellectuelle et de la fidélité aux valeurs de transmission. مرحبا بكم مرة أخرى في مدينة فارسة وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا. وهذا تشريف لنا بالنسبة للمؤسسة الفتية اللي يلاه عندها 5 سنين وحضرتوا معنا تشريف لنا في هذه المدينة الفتية. شكرا. Le cinéma et les arts que nous célébrons aujourd'hui sont plus qu'un déversement, ils sont une école de vie. Ils nous offrent à vous, étudiants, un formidable outil de développement personnel et professionnel, en aiguisant la créativité, l'esprit critique et la compréhension culturelle. Par la narration visuelle, vous apprenez à interroger le réel, à maîtriser l'image, à raconter vos propres histoires. Par l'expérimentation technique, vous découvrez le travail d'équipe, la maîtrise des outils numériques et la rigueur du geste artistique. Dans un monde en pleine transformation où les repères se redressent sans cesse, la culture joue un rôle essentiel. Il nous aide à penser la complexité, à comprendre l'autre, à dialoguer avec notre mémoire et à réinventer nos futurs. Les arts ouvrent la voie à une multitude de métiers, réalisateurs, scénaristes, techniciens, monteurs, critiques, chercheurs, mais surtout ils ouvrent la voie vers soi-même. Ils permettent d'explorer des thèmes universitaires comme l'identité, la morale, la liberté, le rapport au monde et de les inscrire dans une œuvre porteuse de sens. Permettez-moi de saluer votre engagement, vous les étudiantes et étudiants, qui faites de cet établissement un lieu vivant, dynamique et créatif. Votre curiosité, votre énergie et votre passion sont le véritable moteur de notre institution. Nous continuerons à vous accompagner, à renforcer les partenariats, à soutenir vos initiatives et à offrir un cadre où chacun peut apprendre, créer et s'épanouir. Je remercie chaleureusement l'équipe organisatrice et à leur tête le professeur Soher pour l'organisation de cet événement. Je remercie le staff administratif et les enseignants-chercheurs de notre établissement et tous qui ont contribué à la réussite de cette journée. J'adresse aussi mes remerciements à l'association AMAFEM pour l'organisation de cet spécial événement. Que cette rencontre soit pour nous une source d'inspiration, de réflexion et de motivation, qu'il vous encourage à poursuivre vos rêves, à affirmer vos talents et à participer pleinement à la construction d'une société plus éclairée, plus juste et plus créative. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, reste en découverte et en échange. Et merci encore une fois pour votre présence. Mustafa Raqib, pour votre petit gros mot. Je donne maintenant la parole à Madame Yamna Al-Ghabbar, la présidente de l'association AMAFEM, donc l'association marocaine des femmes et mathématiques. À vous, Madame. Tellement nombreux, c'est normal. On a deux grandes figures qui ont permis la construction ou bâtir les bases d'une culture marocaine moderne depuis plus de 50 ans. Je me permets juste parce qu'à chaque fois qu'on parle de AMAFEM, je suis la présidente de l'association AMAFEM, qui est une association ayant pour but d'abord l'égalité des chances, pas uniquement dans le cadre du genre, entre les filles et les garçons, mais l'égalité des chances de manière générale, entre les pauvres et les riches, entre tout le monde. Donc ça, c'est parmi nos objectifs, c'est d'œuvrer pour qu'il y ait égalité des chances, pour améliorer la qualité d'enseignement des mathématiques et toutes les matières qui utilisent les mathématiques dans l'enseignement. Donc voici notre association. Les membres de notre association ne sont pas uniquement des filles, des femmes. On a des hommes et des femmes qui sont conscients que notre pays a besoin
aussi bien du potentiel intellectuel des filles que celui des garçons. Donc je tiens à remercier les autorités de la ville de Frère Ben Saleh et je me réjouis de dire ville de Frère Ben Saleh, moi qui ai dans mes origines de toutes parts sont d'ici. Je m'appelle Rupar, donc je suis de Idlbra, c'est mes grands-parents sont là et à chaque fois que je viens, je me dis, où en est cette ville et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je voudrais remercier les autorités universitaires d'avoir autorisé à notre association d'œuvrer pour la culture dans ce pays. Surtout, la culture audiovisuelle est très très importante parce que maintenant, tout se transmet via l'audiovisuel. Et le cinéma est, ils vont nous l'expliquer, M. Tzazi et Madame Riyad, ils vont nous l'expliquer à travers les discussions qu'on va avoir. Et bien sûr, pour la MAFEM, ce n'est pas le premier événement qu'on organise en collaboration avec l'EST, FBS. C'est très important pour l'EST, FBS. On a déjà organisé les mathématiques au féminin, on a organisé une journée sur l'intelligence artificielle, sur l'environnement et l'eau, au moment où il y avait la sécheresse, et la vulgarisation des sciences. Merci pour votre présence, merci pour cette fête culturelle qui s'organise ici à Frère Ben Saleh. Je tiens à être précieux et votre soutien indéfectible ont été essentiels à la planification et à la réalisation de cette journée. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre engagement. Madame Rupar, la présidente de l'association AMAFEM, pour son encouragement et son aide dans l'organisation de cette manifestation. J'aimerais aussi remercier Madame Dr Johara pour sa présence. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à Madame Rita Riyad et Monsieur Abdelrahman Tzazi pour leur présence et leur engagement. Je voudrais également remercier le comité d'organisation qui a déployé beaucoup d'efforts pour mener à bien cette journée. Un merci particulier à M. Salim Nafiri et Mme Saïda Hemchi, M. Abdelrahim Mourtali et Mme Hisma Hafidi pour leur implication exceptionnelle et leur contribution essentielle au succès de cet événement. Je remercie également le corps professoral de notre école, l'EST Frère Ben Saleh, pour vos encouragements. Et je tiens à remercier le personnel de l'administration de notre établissement pour votre aide à l'organisation de cette journée et de votre engagement. Enfin, nous remercions chaleureusement nos invités et nos étudiants. Donc, la journée Culture et Société, organisée par l'École supérieure de technologie Frère Ben Saleh, en partenariat avec l'association AMAFEM, vise à célébrer et interroger 50 ans de création, d'engagement et de réflexion au Maroc. En accueillant deux personnalités d'exception, M. Abdelrahman Tzazi et Mme Rita Riyad. Donc l'événement met en lumière des parcours qui ont profondément marqué la scène culturelle nationale. Donc cette rencontre porte également l'espoir, j'espère, de renforcer la dynamique culturelle au sein de notre établissement, notamment à travers la création d'un club de cinéma, pourquoi pas, qui offre aux étudiants un espace de découverte, d'analyse et de création autour de l'image. Et pourquoi pas, dans un avenir proche, envisager l'organisation d'un festival de cinéma ici même, dans la région de Frère Ben Saleh. Cette journée pourrait ainsi représenter le point de départ d'une nouvelle tradition culturelle au sein de notre école et de toute la région de Frère Ben Saleh. Merci à vous.
Donc, avant de commencer notre panel, donc, je cède la parole à M. Rakib pour présenter l'hommage de Mme Rita Khayat et M. Tsessi. البانل كما قالت الاستاذه غادي ندير واحد التكريم خاص لي دو بيرسوناليتي السي تيزي عبد الرحمن والاستاذه والكاتبه ريتا خياط. Alors, je vais commencer. Alors, elle est médecin, psychologue, psychiatre. Donc, elle a fait ses études de médecine à la faculté de médecine de Rabat et elle a spécialisation en psychiatrie et elle a eu des formations en France complémentaires en médecine aéronautique, médecine du travail et elle a fait de l'anthropologie. D'ailleurs, dans ses écrits, on retrouve ces traces et les sciences humaines. Son parcours professionnel en tant que psychiatre et psychanalyste, à travers la pratique clinique dans des structures hospitalières marocaines et ses réflexions sur la psychiatrie au Maghreb, comment les normes culturelles influencent la santé mentale et combien est importante la santé mentale elle va nous l'expliquer, qui devrait engager les politiques marocaines pour une meilleure santé mentale des Marocains. Alors, elle est anthropologue et sociologue. Elle a un engagement culturel et une présence médiatique. Elle a fait ses débuts au niveau de la presse, la télévision et la radio. Et elle a participé à maghrébin, anthropologie du genre, identité et subjectivité, société, culture et tradition, santé mentale et culture, et littérature et art. Alors, quelques-uns de ses œuvres importantes: Le monde arabe au féminin, en 1985, Le Maghreb des femmes, Une psychiatrie moderne pour le Maghreb, Les 7 jardins et Figures féminines. Alors, ses apports intellectuels, elle a une pensée multidisciplinaire qui combine la psychiatrie, l'anthropologie, la littérature, sociologie et philosophie sociale. Elle a une grande contribution à la pensée féminine maghrébine. Analyse et représentation du féminin dans le monde arabe, critique des normes patriarcales, défense d'une émancipation enracinée dans le contexte culturel maghrébin. Pour ses réflexions sur la modernité, elle explore les tensions entre tradition et modernité, les transformations sociales au Maroc, le rôle de la culture dans la formation de l'identité, l'universalité et le discours humaniste. Alors, quelques citations clés que j'ai beaucoup appréciées. La femme n'est pas un symbole, elle est un être humain avec une histoire, une parole culturelle qui structure la vie. Et la modernité n'est pas une imitation, c'est un choix conscient, enraciné dans un héritage. Alors pourquoi Madame Rita Khayat est une figure majeure? C'est une intellectuelle marocaine engagée au carrefour entre sciences, culture et littérature,
une pionnière dans l'étude anthropologique du féminin au Maghreb, et nous avons ici un chercheur dans l'anthropologie au féminin, c'est la présentatrice. Une voix importante pour la défense de la culture, de la pensée critique et de la liberté intellectuelle, une œuvre riche, profonde et accessible qui inspire étudiants, chercheurs et acteurs culturels. Donc voilà, Madame la Secrétaire. Pour M. Terzi, Ahmed Terzi est quelqu'un qui est très connu, donc je vais être un peu plus court dans votre présentation. Alors, il est tellement connu que quoi que je dise ne serait pas suffisant. Vous avez déjà une image de lui. Alors, M. Abdelrahmane Terzi est l'un des piliers du cinéma marocain moderne. Je me rappelle, avant que son film À la recherche du mari de ma femme, je regardais une émission à la télé et il y avait un Italien, un metteur en scène. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez du cinéma marocain? Il leur a dit, le cinéma marocain, c'est plutôt comme un album photo de famille que les cinéastes doivent mettre dans leur tiroir, et à chaque fois qu'ils sont en famille, ils vont le sortir. Mais quand le film À la recherche du mari de ma femme est sorti, c'était tout le monde, pour moi, c'était un film moderne. Le début, il a lancé le chemin pour un cinéma marocain moderne. Donc c'est un réalisateur visionnaire, producteur engagé. Il appartient à cette génération de bâtisseurs qui ont donné au Maroc une véritable identité cinématographique. Formé aux États-Unis, il revient au pays avec une conviction profonde, faire du cinéma un outil de culture, de la liberté et de la conscience sociale. À travers son travail au Centre cinématographique marocain et ses prises de position, Abdelrahmane Terzi s'est imposé comme militant infatigable de la culture du cinéma national, défendant avec force les œuvres marocaines, les jeunes talents et la professionnalisation du secteur. Son film À la recherche du mari de ma femme a marqué une génération, dont moi, offrant un regard critique, drôle et profondément humain sur la société marocaine. Avec Lella Houkmi, il confirme une signature unique, un cinéma populaire engagé et ancré dans les réalités du pays. Abdelrahmane Terzi, c'est à la fois un artiste, le pionnier, le combattant culturel, un homme qui a fait du cinéma marocain non seulement un art, mais une cause. Merci. Cette école supérieure de technologie. Et le titre, ce n'est pas innocent. 50 ans, évidemment, de recherche, de célébration et de création, mais c'est d'abord notre anniversaire de la récupération du Sahara. 50 ans. Dans cette rencontre, avec le titre de Miroir d'une action culturelle et artistique au Maroc, est réfléchi par un cinéaste et une scientifique, médecin psychiatre et auteur de talent. Je me trouve un peu dans la situation de dérouler devant vous 59 ans de mon vécu dans le cinéma au Maroc. Donc les maqam, j'aimerais bien que ce soit un échange, parce qu'il y a Youssef Chahid et Michel Angelo en Colombie avait dit à l'âge de 87 ans, j'apprends toujours. Et dans cette rencontre, c'est justement
nous échanger entre nous. En tout cas, j'avais prévu de vous parler de l'histoire succincte au Maroc et les thèmes traités dans le cinéma à son début au Maroc, avec le cinéma colonial, de l'indépendance à nos jours, un cinéma marocain qui se cherche, se tâte, se distingue par moments, enchante ou dévoile un peu indéfini. Un public non initié ou attiré par d'autres médias. Et du cinéma d'auteur au Maroc et du cinéma commercial, du social au film historique, du drame à la comédie, du livre original à l'adaptation, etc. Et enfin, mon implication dans le cinéma et l'importance du patrimoine dans le film. Je n'ai pas la prétention d'un conférencier. Ma spécialité, c'est beaucoup plus dans la création et l'organisation de production. Néanmoins, pour avoir exercé donc ces 60 ans, je pourrais exprimer ce combat permanent pour asseoir un cinéma national. L'industrie du cinéma est une des plus visibles des industries culturelles et sans doute la première à s'être organisée en industrie, c'est-à-dire en secteur économique distinct, animé par la recherche du profit. L'industrie cinématographique mondiale a généré 140 milliards de dollars, je donne des chiffres de l'année 2023, mais beaucoup plus actuellement, tandis que l'industrie cinématographique américaine a généré 36 milliards de dollars américains, faisant du marché américain le plus rentable du monde. Si l'on doit dater le début du cinéma au Maroc, il faut aller du côté des opérateurs de Louis et Auguste Lumière et leur première bande filmée en 1897 et 1898. Quant à la première projection cinématographique au Maroc, elle a eu lieu au Palais Royal de Fès en 1901, initiée par Moulay Abdelaziz, un roi intelligent et moderniste, critiqué déjà par les opportunistes et les conservateurs de tous bords. C'est Gabriel Béré, diplômé en pharmacie, travaillant pour les frères Lumière, qui va se porter candidat pour le poste d'expert instructeur en art photographique du jeune sultan. Il est engagé sous contrat de 3 mois, mais restera toute sa vie jusqu'à sa mort en 1936. Il fallait attendre 1912 pour que la ville de Fès ait la première projection de film de grande envergure, suivi de Casablanca et Rabat plus tard. Si nous passons en revue les décades qui suivirent jusqu'à l'année 1968, parce que c'est là le début du cinéma marocain vu d'une manière industrielle. Les années 1910, les Marocains étaient très sensibles à l'évolution des musées coloniales européennes et des manifestations éclatèrent partout au Maroc. Certains ont été filmés, comme par exemple les massacres de Casablanca de 1905 par Mesbich, un journaliste cinéaste reporter dans un documentaire reportage des événements de Casablanca. Ceci était qu'un préliminaire pour accompagner cette colonisation. Le cinéma ne devait pas rater cette occasion et s'ériger en moyen de propagande efficace, enregistrant et montrant les Français et Marocains à ceux qui résistent. Ensuite, les années 20, c'est beaucoup plus des films coloniaux. On voit par exemple en 1919 un film qui tournait Mektoub. Et les années 30, je passe en revue le film cinéma. Et divers cinéastes français se dirigeaient lors des années 40 au Maroc, devenus une destination privilégiée de tournage d'un grand nombre de films. Et il y avait deux tendances qui se regardent dans cette production coloniale. Il y a des films qui utilisent le Maroc comme décor, plateau à ciel ouvert, où le Maroc est cantonné dans la figuration muette, presque sans image, et des films qui s'imprègnent de l'imaginaire local pour raconter des histoires impliquant des indigènes avec des acteurs locaux.
il y a la 7e porte qui était le plus intéressant, qui était André Zvobada en 1948. Et nous arrivons à 1952, où Orson Welles a tourné un film à Saoura qui s'appelle Othello. Il a été même présenté à Cannes sous le pavillon marocain et obtenir le grand prix, celui du jury et de la mise en scène. Dans l'esprit colonial, le Maroc est une colonie de détente qui offre une culture morte, un passé médiéval et une société neutre où le tourisme naissant en métropole. Il y a aussi un autre aspect du cinéma au Maroc, c'est l'imaginaire cinématographique. Des films célèbres comme Cœur brûlé d'un grand cinéaste qui est Strindberg. Et les films au Maroc, c'est au début du XXe siècle, avec Marlène Dietrich et Carrie Cooper. Quelques années plus tard, c'est le film qui a fait connaître le Maroc, c'est le film de Curtis qui est Casablanca en 1943. Mais ce film, il n'a pas été tourné du tout au Maroc. C'est uniquement le temps. Donc, nous sommes en 1944 et la création du centre cinématographique marocain, bien avant le centre cinématographique français. C'était pendant la période Vichy que le centre cinématographique marocain a été créé. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce que tout ce qui a été utilisé au début avec la création du centre cinématographique, c'est la propagande de la colonisation. Et après l'indépendance, donc en 1956, c'était au service de la politique agricole et industrielle, éducative, et avec donc des actualités et qui diffusait donc à travers. C'était le seul organisme et les lauréats des écoles cinématographiques pouvaient mettre en pratique leurs connaissances. Dans les années 1900 de spectateurs, ça veut dire le cinéma est devenu très secondaire. Le pourquoi est multiple. Le pouvoir d'achat et les difficultés de sortir le soir. L'interprétation chez les fuqaha qui prêchent contre l'image animée. Disparition des ciné-clubs et des manifestations cinématographiques au sein de l'université, des lycées et des collèges. Ceci est mon analyse et mon constat sur le terrain. Je vais vous parler des thèmes dans le cinéma marocain, mais des vétérans formés pour la plupart à l'étranger dans les écoles cinématographiques, militant pour un développement économique et social, la culture étant un volet primordial pour ce développement. En effet, le cinéma était partenaire dans cette action et on peut le constater dans certains films où des sociologues et écrivains de renom ont participé au scénario, comme Paul Pascan, Fatima Melissi, Abdel Mohlab et Absamat Kefala. Les motivations, c'est de servir le pays dans un domaine méconnu ou laisser pour compte face aux priorités du pays en matière de cadre. Communiquer par l'image et le son, moyen qui s'adresse aussi bien aux lettrés qu'à l'alphabet, et le désir d'exprimer des préoccupations dans le domaine artistique, certes, mais surtout social. Nous avons eu des périodes de cette aide de l'État et qui a eu l'occasion de faire une certaine quantité de films, mais peut-être que la quantité n'était pas certaine. Et ce qui est important, c'est qu'un quatrième volet, entre 2012 et 2020, avec la gestion du ministère de la Communication, et là je me répète encore à propos d'un militant du budget culturel, les ingrédients d'une mutation qui sont la base d'un progrès harmonieux souhaité. Ainsi, le répertoire du cinéma marocain, et nous constatons avec bonheur que le cinéma, grâce au non-dirigisme
flagrant de l'État, comme ce fut le cas pour mes voisins, a pu exprimer librement les sujets traités sans censure aucune, sauf des cas très minimes. Il y a diversité de thèmes, la campagne et les difficultés quotidiennes, le thème de la femme et sa place dans une société en mutation, la lutte pour l'indépendance, la modernité et le vivre ensemble. Du cinéma d'auteur au cinéma commercial, du social au film historique, des idées originales à l'adaptation, tout un éventail pour inscrire ce cinéma dans son identité, sa particularité et son envie éventuelle originalité. Il y a eu des films, mais je reviens pour ne pas trop vous charger de titres et de... J'ai participé au premier long métrage marocain qui est 20 pour vivre en 1968. Et la deuxième expérience, c'est la création d'une coopérative culturelle en 1970 et nous avons fait un film, Ouchma, qui date aussi de l'histoire du cinéma. Mais mon premier film en tant que réalisateur, en tant que créateur, c'est 1980, avec un scénario de Nordin Seylato. Et c'est un film qui appartient au genre road movie et qui suit les aventures d'un camionneur. À la recherche, c'est un Baïla. C'est en titre français, j'ai appelé ça La vieille jeune fille. Et enfin, le dernier film, qui est Fatima, Fatima à la sultane inoubliable. C'est sur la sociologue écrivaine, la combattante des droits de la femme, par ma vision de cinéaste que j'ai fréquenté depuis l'enfance, qui est accompagné dans ses travaux sur le terrain, dans ses voyages et dans ses moments de joie et de tristesse. Dans ce film, je suis l'acteur présent dans certaines scènes, mais aussi le narrateur par moments. J'ai tenté d'exprimer ma qualité de citoyen conditionné par un environnement culturel et politique à travers l'écriture et le cinéma. J'ai tenté de mettre en miroir artistiquement ce vécu commun. Donc peu de films, certes, que 7. Sur un trajet de 50 ans, c'est très peu. Monsieur le directeur, mesdames les professeurs, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les étudiants, moi je suis venue surtout pour découvrir cette région et vous connaître. Donc je vais me livrer à une discussion avec vous et je vais essayer de vous donner quelques repères, quelques points pour me connaître un peu, mais surtout pour vous faire réfléchir sur un certain nombre de choses. Alors nous sommes ici grâce à Madame Sofer, puisque avec Mohamed Abdelrahman Tazi, mon comparse d'années innombrables, nous avons fait un débat ensemble à Rabat sur les femmes et le cinéma. Et auparavant, nous étions ensemble à Fès à l'université pour parler aussi de cinéma et journalisme. Donc ces deux événements vont donner lieu à des collectifs, donc à des livres écrits. Et aujourd'hui, donc, je suis encore avec lui, mais nous sommes ensemble depuis très très longtemps. Mohamed Abdelrahman Tazi a été mon chef aux actualités. Et je l'en remercie parce que c'était aussi un autre domaine que j'ai prospecté avec lui, c'est-à-dire l'information à travers le cinéma, auquel moi j'ai prêté ma voix. Je l'ai prêté à la radio, à la télévision, donc au cinéma. J'évoque aussi Abdelatif Bakhali, que personne ne connaît plus, qui était mon chef, lui, à la télévision, avec lequel j'ai beaucoup appris. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis dans tous ces domaines à la fois, en parlant particulièrement aux jeunes filles ici présentes. Parce que quand on décide de faire quelque chose, personne ne peut nous empêcher, à condition que ce soit une action et un but positif. Alors moi, je fonctionne selon un trépied, un tripode, c'est-à-dire que je suis scientifique, je suis une intellectuelle et je suis une artiste.
et une critique artistique. Alors, parlons de science. Je remercie Madame la présidente de l'Association marocaine des femmes et mathématiques. Moi, j'ai essayé de créer l'Association des femmes médecins du Maroc. C'était très difficile. Elle n'existe pas encore. Et donc, ce qui serait extraordinaire, c'est d'avoir justement une association de toutes les femmes scientifiques, toutes sciences comprises au Maroc. Donc, j'appelle à sa création. Et c'est peut-être vous qui, dans l'avenir, allez la créer. Alors, la science, moi, m'intéresse au premier domaine, en premier chef, encore que ma formation de départ était philosophique et classique. Classique, lettres françaises, latin, grec, etc. Et puis j'ai switché sur les sciences. La science m'intéresse particulièrement parce que imaginez que le monde entier a été colonisé en 150 ans parce qu'il avait une pauvreté scientifique écrasante. Parce que tous les pays colonisés étaient vierges de science. Ils avaient une science, la nôtre, la science arabe, qui a été aux élites du monde, mais hélas, qui a vécu 8 à 9 siècles de décadence. Sachez par exemple que le chiasma optique, c'est-à-dire le comment on voit, a été découvert par des Arabes. La circulation pulmonaire, cardiaque et pulmonaire, est aussi une œuvre, une découverte de la science médicale arabe. Et jusqu'au début du XIXe siècle, on enseignait encore la médecine arabe à Montpellier. Donc, il s'agit de reprendre quelque chose qui s'est éteint et de le reprendre au plus haut niveau. Et donc, comme je suis dans un institut de technologie, j'appelle d'une façon vibrante toutes les personnes ici présentes à faire de la science et de la science dans nos pays quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que la science n'est pas aux mains du tiers-monde. La science est occidentale, elle est écrasante, elle nous écrase, et c'est à partir justement de données comme celle-là, comme celle que je vous donne actuellement, c'est de récupérer la science et d'en faire non pas une arme, mais une présence dans le monde. Cette pauvreté scientifique, caractéristique du monde arabe, d'Afrique, de toute l'Afrique et du tiers-monde, elle est tellement importante qu'il va falloir y réfléchir un jour. Et ce n'est pas c'est pas en Afrique ou dans le monde arabe, ou même islamique, 57 pays que cette pensée a été élaborée, mais par les Indiens d'Inde, qui ont été colonisés beaucoup plus longtemps, pendant 150 ans par les Britanniques environ, et ils ont accouché d'une pensée extraordinaire sur laquelle je travaille actuellement, et qui est la pensée subalterne. C'est quoi un subalterne ? Un subalterne est quelqu'un qui est en dessous, c'est quelqu'un qui est soumis, il a une position seconde ou tierce par rapport à quelqu'un qui mène. Et donc, cette pensée subalterne, malheureusement, est déjà récupérée en Occident. Elle se développe beaucoup aux États-Unis. De même que les études postcoloniales. Et moi, je m'étonne beaucoup, et dans mes conférences, notamment en Italie il y a une dizaine de jours, je m'élève contre le fait que les études postcoloniales soient encore faites que par ceux qui nous ont colonisés, et non pas par nous-mêmes qui avons été colonisés et qui devons nous exprimer donc sur la colonisation, le pourquoi, le comment, et comment nous débarrasser du néocolonialisme, parce que nous sommes dans un néocolonialisme économique et autre. Donc, je me suis beaucoup enflammée sur la science, et je vais passer à un autre domaine qui est le domaine de l'intellect, le domaine de la pensée. Nous avons aussi une pensée très faible. Nous avons une conceptualisation idéique, intellectuelle, d'une grande faiblesse. Encore que, aujourd'hui, dans le monde entier, la pensée est en train d'être combattue, d'être diminuée, notamment par Trump. Trump coupe les vivres de Harvard, qui est une des plus grandes, sinon la plus grande université du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impérialisme scientifique et il y a un combat contre la pensée. Parce que, à ce degré de puissance dans le monde, on voudrait créer une pensée univoque, dictée
et qui engloberait tous les êtres humains. Ce qui n'est pas possible, parce qu'il y a encore un nombre de pays incalculables qui ne se sont pas encore exprimés, notamment les nôtres en tant que pays donc maghrébins, arabes, musulmans, africains. Et tout ce que nous faisons est combattu par l'Occident. Pourquoi combattu? Parce qu'ils n'achètent pas nos livres, ils n'achètent pas nos films, ils ne donnent pas d'importance aux penseurs, scientifiques, écrivains, artistes qui viennent du tiers-monde. Ce sont pour eux, ils vont piquer des personnalités qu'ils vont, ils vont les reprendre à leur compte et les faire connaître chez eux. Alors que ce qui est authentique en Afrique, en Amérique latine, en Asie, le fameux tiers-monde, n'existe que secondairement. Maintenant, nous allons avoir de grandes surprises avec la Chine parce que nous ne savons pas très bien ce qui s'y passe. Donc, dans le domaine intellectuel, comme j'ai eu comme mentor au cinéma, c'est Mohamed Abdelrahman Tazi, j'ai eu comme un autre mentor, donc je dois beaucoup aux hommes. J'ai cité Khali, Abdeltif, j'ai cité Tazi, je dois beaucoup à Abdelkbir Khatibi, auquel aujourd'hui je rends hommage, qui était non seulement un sociologue, mais qui, comme moi, on nous a d'ailleurs traité de protéiformes, tous les deux. Pourquoi protéiformes? Parce que nous sommes des touche-à-tout. Donc, il passait de la sémiologie à la sociologie, à la philosophie, à la littérature, à la poésie, au roman, etc. Et pourquoi je dis que c'est mon mentor? Parce qu'Abdelkbir n'a pas craint d'échanger avec moi une correspondance qui est unique dans son genre. Alors que moi, j'avais peu écrit, j'étais pas aussi connue que lui. Il lui a donné naissance à 30 thèses internationales sur son œuvre, partout aux États-Unis, en France, etc. Et donc, c'était mon mentor dans la mesure où non seulement il reconnaît que je peux faire quelque chose, mais il me pousse à le faire. Et j'ai comme ça une quantité industrielle de grands maîtres qui m'ont formé. Je suis le produit de grands maîtres, notamment Georges Devreux, qui est l'inventeur mondial de l'ethnopsychiatrie. Donc, dans ce domaine de la pensée, il va falloir qu'on réfléchisse d'une manière moins compilatoire, parce que les œuvres, pour l'instant, c'est de la compilation. On prend un petit bout ici, un petit bout là, l'intelligence artificielle, Google, tout ça, et on fait n'importe quoi, ce qui fait que la pensée n'est pas aiguë, elle n'est pas forte, elle n'est pas fondamentalement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas faire des avancées. La révolution, c'est une chose qui fait avancer vers quelque chose d'autre. Donc la pensée reste extrêmement, je dirais la vérité, elle est médiocre dans tout le tiers-monde, sauf l'Amérique latine qui est en rivalité avec les États-Unis, c'est peut-être pour ça qu'elle est plus forte. Et ce domaine intellectuel est un domaine qui n'est pas encore totalement pensé, réfléchi. Quelqu'un me disait dernièrement, mais je ne sais plus qui lire, à part Jabri, à part Abdallah Al-Aroui, et Al-Aroui par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, ne s'exprime plus parce qu'il est très âgé aujourd'hui. Donc notre domaine intellectuel est aussi une chose à mettre en avant, à prospecter, et il faut élever le niveau. Si Abdelrahman parlait tout à l'heure du niveau d'alphabétisation, je suis désolée de corriger les chiffres, ils sont beaucoup plus graves que ça. Ils sont très graves. Ils sont très, très graves. Sur les femmes que je reçois, et je reçois toute la semaine, et toute l'année, et toute ma vie, j'ai reçu des femmes, elles sont analphabètes. Ou elles sont illettrées. L'illettré, c'est qui? C'est celui qui a appris à lire et à écrire, et qui perd l'usage de la lecture et de l'écriture. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va quelques années en primaire, surtout les femmes, bien après ça ne sert à rien. On a perdu du temps et de l'argent à l'instruction publique à les faire. En fait, il faut imposer strictement une alphabétisation stricte obligatoire pour les deux sexes jusqu'à 16 ans. Et si on ne le fait pas, on va avoir toujours cette quantité de personnes qu'on craint qui sont analphabètes.
Et on ne peut élever ni la science ni l'intellect avec des analphabètes, parce qu'il faut un maximum de personnes instruites pour que justement il y ait recrutement de ces étincelles qui vont transformer les choses. Alors, je vais pas... La dégringolade intellectuelle est aussi très sensible en Occident. Moi, j'ai longtemps vécu à Paris. Il y avait des gens éminents, extraordinaires, notamment Michel Foucault, Roland Barthes, Deleuze, Guattari, des Lumières. Il n'y en a plus. Il y a de la petite pensée. On ne sait pas pourquoi. C'est comme si l'humanité entière était dans un creux actuel, un creux plutôt intellectuel qu'artistique, parce qu'il arrive qu'il y ait de très grands films qui traversent le monde entier, des films qui frappent l'imagination. Et c'est pour cela que maintenant je vais parler d'art. Alors, moi je ne peux pas vivre sans art. J'ai vu plusieurs centaines de musées dans le monde. Il m'est arrivé de rentrer dans un musée dans un état, on va dire, pas très joyeux, et d'en ressortir ébloui. L'art, et je crois, l'art et l'intellect, et ils se recroisent avec la science. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est ce qui fait sa grandeur, c'est ce qui fait que nous sommes ce genre capable de penser et de parler, mais capable aussi de ressentir, d'avoir des désirs et des plaisirs. Et on ne saurait éliminer donc toute cette sphère du désir et du plaisir. Nous n'avons pas assez de plaisir. Il faut cultiver cette convivialité qui serait une convivialité gratifiante dans le plaisir. Je reviens à l'art. Il y a eu une première vague, c'est comme ça que je l'appelle, une première vague après l'indépendance marocaine de très grandes personnalités artistiques. Je citerai par exemple Khalid Belkahia, un très grand peintre. Je citerai le cinéma. Je citerai Qassimi, je citerai des personnes comme cela et comme celle-là qui ont marqué l'époque. Et cette première vague, on va dire qu'elle est un sous-produit de la colonisation. En général, elle est mixte. Elle est mixte, d'abord parce qu'elle est marocaine, mais elle était sous influence, sous influence française. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une resculpture culturelle qui s'est faite à travers le temps et qui est normale. Tant et si bien, par exemple, que moi, pour les 60 ans du Maroc, de l'indépendance de notre pays, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le fastueux Maroc des traditions et des coutumes », et qui est devenu un livre plus populaire à Paris, qui s'appelle « Le Maroc des traditions et des coutumes ». C'est-à-dire qu'il y a la tradition qui est en train de disparaître. Je suis effrayée, je suis bouleversée, parce qu'il n'y a pas de recueil de données, ni en musique, ni en littérature. Je parle de la littérature orale. Un métissage culturel, notamment dans la cuisine. Moi, je fais la cuisine. Oui, mesdemoiselles, mesdames, je fais la cuisine. Et je suis horrifiée par la manière dont cette très grande cuisine marocaine, c'est l'une des 3 plus importantes du monde. Je vous signale que le caftan vient d'être reconnu patrimoine humain universel, marocain. Non, mais... N'en déplaise aux voisins de l'Est, comme les appelait c'est Mohamed tout à l'heure. Donc, il y a un tchoué, il y a une espèce de métissage qui n'est pas heureux. Parce que les traditions marocaines sont probablement parmi les plus importantes du monde. Et ce n'est pas simplement par patriotisme que je le dis. C'est parce que j'ai couru le monde, j'ai visité 91 pays et îles. Donc je suis en mesure de comparer, et notamment grâce à Georges Devreux, le découvreur de l'ethnopsychiatrie mondiale, je suis en mesure de comparer les civilisations et les cultures. Et je pense que le Maroc, justement, est préservé de la Turquie parce qu'il n'a pas été envahi par les Turcs. Je pense que le Maroc a des traditions extraordinaires, millénaires, importantes de jeux
qui veulent aller faire des études en chimie. Il y a un tropisme, il y a un appel vers ce pays parce que nous sentons bien que nous avons été trop influencés, qu'on a eu la patte occidentale sur nous, et donc ces jeunes veulent échapper. Ils veulent aller vers autre chose. Mais pourquoi la Chine au lieu de développer le Maroc et l'Afrique? Et le Maroc a maintenant une existence dans toute l'Afrique, et nous sommes des Africains, et nous devons être tous porteurs en même temps d'une force qui devrait être autre, et qui ne serait plus que celle qui nous est imposée par l'Occident. Alors ma question c'était, un jour, je ne me rappelle pas, dans une journée scientifique qu'on a faite ici, et l'un des étudiants avait parlé d'un inventeur, puisque la plupart des formations ici sont purement techniques. D'accord? Donc il a fait appel dans un aperçu historique sur un inventeur typiquement, on va dire, occidental. Et alors là, il faut s'arrêter. Il faut parler de lui. Il a parlé de Jean. Attendez, il a parlé de qui? Je ne me rappelle pas le nom. D'accord. C'est un scientifique, un C'était un scientifique. D'accord. Donc là, il y avait un appel de dire, chers collègues, voilà, prière de commencer vos cours, vos formations ici, par un aperçu historique venu de notre monde arabe, parlant d'Ibn Majah, parlant d'Ibn Hazm, parlant d'Ibn Khaldoun, parce qu'il y a Ibn Sina. Donc, commençons par ça, parce que la reconnaissance, ça commence par l'acceptation d'abord de cette décadence qu'on a vécue. Vous avez parfaitement raison de le dire. Il faut accepter cette décadence et lui trouver les causes. Maintenant, tous ceux qui nous ont précédés, c'est une efflorescence fantastique dans tous les domaines. Par exemple, l'algèbre, le logarithme, c'est ce qui fait l'informatique. Le logarithme est à la base, je parle sous la supervision des mathématiciens, mais aujourd'hui c'est plus qu'un symbole, c'est une découverte fondamentale, c'est clair, mais on oublie, il y a quelques occidentaux qui savent que le logarithme, par exemple, vient de algèbre. Et maintenant, la chose la plus intéressante est de savoir quelles sont les causes de cette décadence, pour qu'on puisse télescoper le temps passé et pour qu'on se serve des armes occidentales pour nous. C'est-à-dire qu'on ne soit plus dans un complexe d'infériorité, mais on dit, oui, moi je suis mathématicienne, moi je suis médecin, et moi je peux équivaloir ou dépasser un occidental. Je vais vous donner un dernier exemple. J'ai vu la dame qui est allée se faire soigner à Paris, elle a une tumeur très difficile dans le cerveau. Moi j'ai fait une lettre à mon professeur de médecine, j'ai fait une lettre. C'est entre nous, ça se passe, et je demandais est-ce que, malgré la tumeur, je pouvais moi donner des médicaments de psychiatrie. On ne m'a pas répondu. À Paris, ils n'ont pas daigné répondre à quelqu'un comme moi, qui pourtant, sur mon ordonnance, est diplômé de l'Université de Paris. Ça veut dire qu'on est encore dans cette relation. Et c'est dramatique. D'abord, à remercier cette personne qui nous a réunis à cette époque. J'ai dit que j'avais cet échange avec l'audience. Ma question, je voudrais les gens lèvent la main, ceux qui ont entendu parler de Domiat. Ça sera mon prochain film. Alors, moi aussi, je voudrais parler de mon dernier livre, qui est déjà sorti à Amman en arabe. Qui est déjà sorti en arabe à Amman, il n'est pas encore sorti ici, il va sortir en français. Ça s'appelle L'égorgement des pigeons. Il va probablement devenir un film un jour. C'est le Maroc, c'est un roman historique qui part de 1910 jusqu'à 2014, L'égorgement des pigeons. On l'a traduit par il est déjà à Amman, et je suis très triste parce que je n'ai pas de relais arabisant puissant. Je suis très 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 méticuleuse. Donc pour moi, une traduction doit être du plus haut niveau, et je suis triste de ne pas être traduite suffisamment en arabe.
culturel autour du cinéma. De mon côté, moi j'agis en tant qu'enseignante. Si vous créez un club de cinéma ici, je suis un cinéphile et je peux ramener des professeurs universitaires qui vont nous apprendre à lire un film. Et donc quand on voit un film, on ne va pas le voir de manière passive, mais de le voir avec un œil critique. À tous les niveaux, au niveau technique, au niveau histoire. Est-ce qu'il fait un film sur le 15e siècle et il montre un téléphone portable? Bon, ça, là, j'exagère. Mais Hamadi Guiroum, c'est un ami, c'est un collègue, et il peut être là, il a sorti déjà des bouquins sur l'art de lire un film. Donc, quand vous regardez un film, ça vous apprendra à ne pas voir n'importe quel film, mais de choisir la qualité de film, ou pour son histoire, il y a des bons films, il y a des beaux films, il y a différents types de films. Donc si vous ouvrez la porte à ces gens de venir partager avec vous leurs connaissances, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à Sitazi pour sa présence. Merci.